envie d'aller à la découverte des plantes, les cueillir et les cuisiner? Marc Vera, lui, c'est sa nature. Et hop, le voilà dans les alpages en train de récolter de la mousse. Et hop, le voilà dans sa cuisine qui vous concocte une petite mousse de mousse. Camille, Yanni, Marguerite et Augustin mettent déjà la main à la pâte, ou plutôt aux 4 quarts à la mélisse. Mais il reste l'herbier, et qui mieux que Marc Pignal et Yves Potier du Muséum d'Histoire Naturelle peuvent nous en donner des nouvelles. Ça va. On va dans un lieu magique. Magique. C'est où? C'est marqué Muséum D'histoire naturelle. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir dedans? Ah, alors. Donc ici, dans les casiers, vous avez les récoltes de dizaines de botanistes qui ont constitué l'herbier durant les 300 dernières années. Mais en fait, c'est quoi un herbier? Bien, un herbier, c'est un témoin d'une plante à un endroit donné, à une époque donnée. Et ici, ça date de quand les plus vieux herbiers? Alors, les plus vieux herbiers qu'on a datent du XVIe siècle. Mais en réalité, c'est surtout au XVIIe siècle qu'il y a eu la grande explosion des herbiers, et après au XIXe siècle. Par exemple, ici, on en a un qui est dans la boîte. Tu peux me passer la boîte, s'il te plaît? Ça, c'est l'herbier Jean Giraud. Il a l'air vieux. Il est très vieux, oui. Alors, cet herbier-là, on a su immédiatement, sans faire aucune enquête, que c'était un herbier fait aux alentours de Lyon. En 1558, en tout cas les premières récoltes, par un monsieur Jean Giraud, et qui était étudiant en médecine. Alors ça, c'est important. Et en fait, les premiers herbiers qui ont été constitués, c'était des herbiers pour les plantes utiles. C'était des herbiers qui regroupaient les plantes qui avaient un usage. Et là, vous avez un ensemble de plantes. Alors d'habitude, les herbiers, ils sont plutôt, il y a une page par plante différente. Mais là, on est au XVIe siècle et on n'a pas encore de méthodologie bien affirmée. Donc les plantes, elles sont rangées, je pense, par usage. Et encore, je ne suis pas sûr, parce que vous avez le muguet, oui. Pourquoi là, il y a un trait? Parce qu'avant, la plante est continuée un petit peu, et puis la tige s'est cassée, et le bout de la tige a été perdu. Parce que les herbiers, ça a été conservé souvent dans des conditions un petit peu variables. Hein. Quelquefois, c'était dans des greniers, et puis on les a redécouverts. Donc forcément, les plantes, elles se sont abîmées. Mais l'herbier, il s'abîme à l'air? Théoriquement, un herbier, s'il est bien séché, s'il est bien stocké, il ne doit pas s'abîmer, sauf quand il y a des insectes. Alors ça, stocké à un endroit sec. Voilà, un endroit sec, à l'obscurité, très important. Et puis en le surveillant pour pas que les insectes le boulottent. Voilà, on va regarder d'autres. Alors vous voyez là, il n'y a pas grand-chose de marqué sur la plante en question. C'est beaucoup plus tard qu'on a pris l'habitude de noter des choses. Ce qui est important à noter sur un herbier, c'est tout ce qui disparaît quand on prend la plante. Imaginez que vous preniez un bout de branche. Eh bien, il est utile de dire sur l'étiquette qu'il s'agissait d'un arbre, ou qu'il s'agissait d'un arbuste, ou bien d'une plante grimpante, parce que sur l'herbier, on ne verra pas tout ça, ça aura disparu. Donc l'étiquette est très importante et il faut noter tout ce qui va disparaître. Alors la couleur aussi, on peut la noter sur l'étiquette. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la traçabilité. C'est une traçabilité, exactement. Et on a un échantillon qui est témoin. Alors on est un petit peu vieux jeu en botanique, on fait encore des descriptions en latin. On fait ce qu'on appelle une diagnose. Une diagnose, c'est 3 lignes, c'est pas une grosse description, c'est juste 3-4 lignes qui dit cette plante diffère de telle autre plante connue par, alors des feuilles plus longues, plus d'étamines, des formes, des pétales différents. Ça, c'est la diagnose. Et puis après, on donne une grande description, alors la plus précise possible, la plus complète, alors là, dans la langue que vous voulez. Alors en fait, j'ai un herbier plus vieux que l'herbier Jean Giraud. Il a plus de 3000 ans. Trouvé sur la momie de Ramsès II. Voilà. Voilà, alors ça, c'est pas vraiment un herbier en réalité. C'est pas Ramsès II qui a fait son herbier. Hein. Non, en réalité, c'était des guirlandes funéraires qui ont été mises lors de l'enterrement de Ramsès II. Mais il n'y en a plus de ça comme plante. Si, c'est du nénuphar. Voilà, alors à traiter avec respect. Ça, c'est un herbier d'une plante que vous connaissez peut-être. C'est quoi, vous connaissez ça? Non, pas trop. Non, pas trop. Ça, c'est de la prime vert. Vous verrez, la prime vert, on en trouve vraiment partout. Hein. En prairie, vous verrez dans les alpages. Quand on ira dans les alpages, même en plaine, on trouve les 2 primes verts. Là. Et puis, ceci est très intéressant.
les racines ont des arômes d'anis. Des arômes d'anis. Ah. On fait des infusions, et vous verrez. Je vous ferai voir ça. Ça dégage véritablement des arômes d'anis, mais tout en douceur, mais c'est assez spécifique à la prime vert. Alors, à partir d'un échantillon d'herbier, on peut faire de très beaux dessins lorsqu'on sait s'y prendre. Alors ça, c'est des dessins anciens, mais qui ont été faits à partir du spécimen sec. Alors, pourquoi vaut-il mieux faire un dessin que prendre une photo? Ça se conserve moins, les photos? Ah, tiens, c'est pas bête ça. Ouais, mais on pourrait imaginer maintenant qu'on peut les conserver longtemps. Non, en fait, en réalité, quand on fait un dessin, on fait une synthèse. C'est-à-dire, quand on fait un trait, on montre exactement ce qu'on veut montrer. Sur la photo, il y a des tas de choses qui sont inutiles. Quand on fait un bon dessin, on a en réalité une sorte de portrait robot qui est plus parlant que la photographie d'un individu, d'une plante. Alors bien sûr, en réalité, les deux sont utiles, vous savez bien. Mais il ne faut pas oublier, le dessin, c'est ce qui sert dans les flores avant la photo. Mais les herbiers modernes, vous les faites sur les mêmes modèles que les anciens? On fait des choses en plus quand même. De temps en temps, on prélève un petit bout de feuille pour les analyses d'ADN. Parce que les plantes aussi, elles ont une ADN? Bien sûr, c'est des individus vivants. Oui, Donc les plantes ont des cellules, des noyaux, de l'ADN, des mitochondries et même des chloroplastes que nous, on n'a pas, avec de l'ADN dedans. Il leur manque le cœur, en fait. Il leur manque le cœur. Bon, il leur manque un certain nombre de choses par rapport à nous, mais elles ont des choses en plus qu'on n'a pas. Ils peuvent faire de la photosynthèse, alors que toi, tu n'es pas très bon en photosynthèse, j'ai remarqué. Bon, ce matin, on a passé une matinée formidable au muséum, avec l'herbier. Et vous savez, les plantes, ça m'a toujours passionné. Parce que, je vous l'ai expliqué, moi je suis fils de paysan, puis j'ai vécu dans cette ferme. On était entouré d'herbes. Alors un jour, j'ai décidé de cueillir ces herbes et de les amener dans l'assiette. Mais alors, où c'est devenu encore plus fascinant, c'est que je me suis rendu compte que pour faire cette cuisine, eh bien, il faut aller chercher les herbes fraîches tous les matins. Alors, tous les matins, eh bien, je vais cueillir ces plantes et je les rapporte vers la cuisine, vers ma cuisine. Et c'est à cet instant que ma cuisine commence. On va aller vers le lichen. Ah, là, il y en a là. Ah, ce beau lichen. Merveilleux. Il est merveilleux, ce lichen. Ah. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, on rend service à l'arbre. Parce que ce lichen, il est nocif. Ce sont des parasites pour l'arbre. Alors ce qui est intéressant, le lichen, c'est de le ramasser sur les arbres parce qu'il a déjà le goût de... Il a en plus, par rapport au lichen qui se trouve au sol, un goût de sève et d'écorce. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Bon, suffisamment pour faire un plat merveilleux. Ce qui est exceptionnel dans cette cuisine environnementale, c'est que on a ramassé le lichen. Il y avait des arômes incroyables d'écorce de pin, de sève, de pignon. Et on va les transporter dans l'assiette. Et dans l'assiette, j'espère que
on va pouvoir se régaler et qu'on va pouvoir soudainement se dire, en se délectant, se dire « Oh, c'est incroyable, on est en train de marcher dans un sous-bois, dans une forêt. » Voilà, c'est ça en fait le symbole de notre cuisine, de ce que l'on veut apporter. Avec ce lichen que j'ai cueilli, on va réaliser une recette. Alors, pour ne pas perdre de temps, immédiatement, nous allons le rincer à grande eau. 3 grosses poignées. Voilà. Alors, pour réaliser cette mousse de mousse, on va réaliser un bouillon de légumes. Alors, dans un faitout, une casserole, vous mettez 3 litres d'eau, 1 demi-litre de vin blanc, de bonne qualité de préférence, et puis on va y ajouter une gousse d'ail, un sucre, poireau, une échalote, 3 carottes, 3 anis étoilés, un bouquet garni, et puis un demi-oignon. L'on couvre, on porte à ébullition, on va cuire à frémissement pendant 1h15. On arrive au terme de la cuisson, il suffit maintenant de le filtrer. On va faire infuser la mousse et le lichen. Pour ça, il suffit de mesurer 1 demi-litre de bouillon de légumes filtré, 1 demi-litre de crème allégée, nos 3 poignées de mousse, le sel, le sucre. Alors le sucre, c'est 1/3 d'un morceau, ici, simplement pour enlever l'acidité. Et en plus du sucre, on y ajoute une cuillère à café rase de sel qui correspond à 2 grammes. Je couvre, porte à ébullition et on va cuire à frémissement pendant 10 minutes. Et puis après on arrête le feu et on laisse infuser 20 minutes. Alors nous allons mettre à ramollir les feuilles de gélatine dans de l'eau tempérée. Et pendant ce temps, nous allons passer ce jus de mousse de mousse. Ce qui est important, c'est de ne pas trop le compresser, parce que si on le compresse de trop, on va apporter de l'astringence. On va incorporer la gélatine. Voilà. Je fouette activement parce qu'il faut impérativement que la gélatine se fonde avec le jus de mousse. Alors, pour rendre ce jus de mousse encore beaucoup plus léger, eh bien on va se servir d'un appareil que l'on connaît depuis longtemps, qui est le siphon, vous voyez, le siphon à chantilly. Alors, il suffit de couler le jus et de respecter une proportion, parce que le jus de mousse ne doit remplir que la moitié du siphon, ben voilà, il est ici. Parce que le reste, ça va être rempli, vous savez de quoi? De gaz. C'est tout à fait le principe de la chantilly. C'est tout à fait à température ambiante. On va le conserver au réfrigérateur pendant 30 minutes. On va remplir 4 verres. Regardez comme c'est onctueux. Et puis on va y mettre une signature de la nature. C'est la mousse et le lichen partagé. Voilà. Alors on ferme les yeux. Et puis on est dans la forêt, en train de marcher, de ramasser les champignons, de fouiller sous les sapins,
de voir un petit peu ce qui peut apparaître. Eh bien, c'est tous ces arômes qui se dégagent de la mousse sous nos pieds, des lichens, du bois séché. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Donc là, nous sommes à la carpothèque du Muséum d'Histoire Naturelle. À quoi? La carpothèque du Muséum d'Histoire La Naturelle. carpothèque. Alors, c'est une racine de carpos qui veut dire fruit, et donc c'est l'étude des fruits. Contraire à la séminothèque qui en fait étudie les semences et les graines. Donc ici, vous avez dans les tiroirs toute la collection de graines mondiales. Il y en a combien? Il y a environ 25 000 échantillons de la flore mondiale qui se situent dans les tiroirs. Donc, parallèlement à cette collection de plantes mondiales, vous avez aussi des graines qui sont de collection française. Et pourquoi vous gardez toutes ces graines? Eh bien, la plupart des graines sont conservées pour les multiplier et refaire des porte-graines. Donc, elles sont cultivées dans le jardin. Mais nous avons aussi quelques graines qui servent pour faire des comparaisons entre l'autre graine et qui sont des graines mortes. Donc en fait, ça c'est presque une carte d'identité de la plante. Tout à fait. Future. Tout à fait. Mais pourquoi est-ce que c'est ces graines-là qui sont ici et pas les autres? Toutes ces graines-là sont trop grosses pour intégrer les tiroirs, donc on les a mis en vitrine. C'est une question de volume. Voilà, c'est une question de volume. Donc là, il y a une graine qui est ailée, avec 2 membranes de chaque côté. Et Magnifique. elle a servi dans les années 1860 comme modèle pour fabriquer des deltaplanes. Il ressemble à quoi le fruit? Alors c'est un gros fruit qui est originaire de Java et qui fait toutes ces petites graines ailées. Voilà, donc on va aller voir la suite. Donc là, on est dans un endroit où l'on cultive des plantes sauvages et, afin d'avoir des graines en quantité suffisante pour la banque de graines, afin de les envoyer aux 4 coins du monde auprès de différentes institutions. Yves, avec les enfants, on aimerait bien savoir un peu comment ça se passe, l'évolution de la graine. Oui. Comment ça va? D'abord, la graine, effectivement, on la met en terre. Et après? Alors bon, d'abord il faut savoir que toutes les graines sont récoltées dans la nature, à l'état spontané. Donc on récupère toutes les graines qui se trouvent sous cette forme-là. Bon là, elles ne sont pas encore mûres, elles vont bientôt être sèches. Et une fois sèches, il va y avoir tout un tas de manipulations, en l'occurrence de nettoyage de la graine. Et après ce nettoyage de graines, on va prélever un échantillon de graines qui sera semé. Puis, une fois que la graine aura germé, elle sera repiquée, puis rempotée dans des pots un peu plus gros, et après recultivée dans le terrain pour s'épanouir complètement. S'épanouir. Venez, venez. Donc après avoir récolté les graines dans la nature, on les récolte avec le fruit entier, la plante pratiquement entière. Donc il va falloir faire une opération de nettoyage de la graine. Mais comment on va faire? Alors avec un tamis, un pilon, on va broyer les fruits dans le tamis. J'ai pas très bien compris. Ça sert à quoi de ramasser les graines? Bah, tu sais qu'il y a certaines plantes qui ont tendance à disparaître. Et bien comme ça, on aura préparé notre garde-manger. Pour vous, pour l'avenir, pour vous, et bien ce garde-manger sera prêt. Donc ces graines, une fois passées dans les tamis, il va falloir les vanner. Mais on les conserve comment, les graines? Alors on les conserve en chambre froide à une température basse et à une hygrométrie basse. Plus c'est bas et plus on les conserve longtemps. Alors aujourd'hui, on a passé une journée exceptionnelle. Nous sommes allés au musée D'histoire d'histoire naturelle. Qu'est-ce qu'on a découvert? Un Un herbier herbier géant. Un herbier géant. 8 millions. 8 millions. Naturellement, sec pour le conserver. Cet après-midi, on a découvert les graines Séché. sèches pour les conserver. Eh bien, on va ramasser certaines plantes que l'on a vues dans l'herbier, certaines graines, mais fraîches. Donc on va aller dans la nature. On va aller en prairie, en montagne, et puis on va les regarder, on va les sentir, les toucher, Et qu'est-ce qu'on et puis on va les déguster.
Parce qu'elles sont pleines d'arômes, ces plantes. Et puis on va les mettre dans l'assiette, c'est-à-dire qu'on va les cuisiner. Et pour faire ces recettes, eh bien, je compte sur vous, parce que vous allez les faire avec moi, on va les faire ensemble. Vous êtes d'accord? Ouais. Eh bien allez, marché conclu. Eh bien, allez, c'est parti. Alors, c'est un 4 quarts parfumé à la Mélisse. mélisse. Voilà. Alors la mélisse, vous l'avez là? On dirait de la menthe. Tout à fait, regarde, tu as tout à fait raison, sauf que ça sent la citronnelle. Alors, ce fameux 4 quarts, c'est quoi 4 quarts? C'est 4 œufs que l'on pèse, le même poids d'œufs, en farine, en sucre et en beurre fondu. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va séparer les œufs, les blancs des jaunes. Donc les blancs, on va les verser dans le cul de poule parce que qu'est-ce qui va se passer avec les blancs? On va les faire monter en On va les neige. faire monter en neige. On va y mettre une toute petite pincée de sel. Là, on va le mettre sur le côté, on va simplement le battre de façon à ce que le sel ne cuise pas les blancs d'œufs. Ensuite, le cul de poule. Alors, le cul de poule. Là, on y met les jaunes. Et les jaunes, qu'est-ce qu'on fait? On va bien mélanger. Tu mélanges? Et oui, Denis. Voilà. Là, on va y mettre le sucre tout doucement. Voilà. On mélange. Ah, ça devient dur, hein? Ah oui. Ah ouais, c'est dur. Oh là 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 là. Là, c'est dur, hein? Voilà. Fais voir, je t'aide. Voilà. Tu vois? Voilà. N'oubliez pas que ce 4 quarts, il est à la mélisse. Alors, voilà les bols. Vous allez prendre une vingtaine de feuilles, hein, vous vous souvenez? Tu vas doucement, hein. Ça s'appelle ciseler. Prends avec ton pouce et ton index, voilà. Comme lorsque tu vas sentir les arômes. Tu vas doucement, tu as le temps. Voilà. Les filles, vous avez terminé? On va pouvoir ajouter la mélisse. Allez, mettez la mélisse à l'intérieur, doucement. Voilà. Allez, comme il faut, enlève tout à l'intérieur. C'est parfait, c'est très bien. On a bien blanchi les jaunes, on a rajouté la mélisse, on fait fondre le beurre. Voilà, voilà. Alors, on met le beurre. Pendant ce temps, on va mettre en route les blancs d'œufs, tout doucement au départ. Alors là, on augmente la vitesse, hein. Tu vois les blancs, regarde, ils commencent à émulsionner. Regarde comme ils commencent à émulsionner. On appelle ça blanchir. Il commence à blanchir, à monter. Le beurre est fondu. Qui est-ce qui mélange? Moi, je dis. Allez, toi, à toi. Doucement, délicatement, vas-y. Je te verse le beurre, vas-y. Voilà. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? La farine. La farine. Allez, tu me verses. C'est toi qui me la verses. Délicatement, voilà. Là-bas. Vas-y. Doucement. Voilà. Ah, comme elle est belle ta crème. Magnifique. Alors, les blancs d'œufs, regarde, ils sont montés là. Ouais. Regardez les enfants. On met 2 pincées de sucre pour raffermir les blancs. Voilà, c'est fini. Voilà. Allez. On prend un tiers des blancs et là on mélange très vite. Tu vois, ça fait une crème onctueuse. Et la dernière opération, on va remettre les blancs d'œufs. Prends la spatule et là tu vas mélanger délicatement. Tu vas prendre par le bas, regarde, je vais te montrer. Tu vas prendre par le bas comme ça et tu vas ramener comme ça, tu vas recouvrir tes blancs. Pourquoi on fait ça, la deuxième opération? C'est pour que les blancs, ils aient toute leur force et qu'ils fassent gonfler ton gâteau au four. Et après, on va les mettre dans le moule. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On les met au four. Entre 160 et 180 degrés pendant 1 heure. Pourquoi on met que la moitié du moule? Parce qu'on en fait 2. Parce que ça va gonfler. Tout à fait. Allez, les enfants, on profite de ce beau moment de soleil pour déguster le quoi? Le 4 quarts. Ah, le 4 quarts. Il est trop bon.
Donc il est bon. Hein? Vous voyez les canards là-bas? Regarde les petits canards qui sortent derrière le buisson là. C'est beau, hein? Je sais que maintenant vous avez envie de cuisiner. Je suis persuadé. Quand on excite les papilles, on est capable du pire, hein?